Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Schex. Je fais cette vidéo pour vous présenter le projet d'écolieu que j'ai initié et qui pour le moment s'intitule « Construisons ensemble le monde de demain ». Cette vidéo fait suite à une première réunion de présentation qui a eu lieu le 28 septembre 2023, réunion qui elle-même fait suite à un message initial qui présente le projet et que j'ai publié sur différents réseaux sociaux. Et donc cette vidéo reprend l'essentiel de cette réunion initiale. Je vous partage mon écran pour que vous puissiez suivre. Voilà. Donc merci à toutes et à tous de regarder cette vidéo. Pendant la réunion initiale, on avait commencé par un petit temps de centrage. Donc c'est un exercice qui se pratique beaucoup dans les écolieux. L'idée c'est de fermer les yeux, de faire silence pendant une vingtaine de secondes, de façon à calmer ses pensées, à faire taire ses pensées, à faire abstraction des émotions qu'on a pu vivre juste avant, et de façon à avoir l'esprit pleinement disposé au sujet qu'on va traiter. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez chez vous faire pause sur la vidéo et, et faire ce petit temps de centrage de votre côté. Donc, je reprends. Donc le but de la réunion, c'est de s'assurer qu'on est en phase sur les trois principes qui sont un peu le cœur de la réunion et le cœur du projet, pour voir si on partage la même vision et si on peut continuer ensemble et construire les choses concrètement ensemble. Donc pour le déroulé de la réunion, enfin de la vidéo, je vous propose de me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, et aussi de vous présenter à la fois les pourquoi, mais c'est aussi un peu les comment j'en suis arrivé à ce projet ambitieux. Après, je vous présenterai les trois piliers qui sont vraiment le cœur du projet. Alors, il n'y aura pas de temps d'échange puisque je suis seul devant la caméra, mais j'essaierai de vous retranscrire les deux questions majeures qu'il y a eu à la fin de nos échanges, pour que, comme ça vous permettra d'avoir les informations comme si vous aviez participé à la réunion. Et à la fin, je vous donnerai les moyens de me recontacter si vous êtes intéressé pour concrétiser ce projet avec moi. Donc je suis Maxime Schex, j'ai 36 ans. Pour le moment, j'habite à l'Aigle, dans l'Orne, en Normandie. À la base, je suis ingénieur en aéronautique. J'ai fait l'école Estaca et j'ai travaillé 4 ans chez Safran Transmission Système, donc entreprise du groupe Safran qui fabrique les moteurs d'avion principalement. Et à la suite de ces 4 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans l'écologie. Donc je suis retourné à l'école et j'ai fait un master spécialisé avec l'INSA de Lyon, donc pour apprendre les notions de base relatives à l'écologie, donc avec un gros volet énergie notamment, et puis les différentes composantes de l'écologie. Alors c'était une vision très institutionnelle de l'écologie, même si on a quand même eu des cours on a quand même eu des cours de philosophie, et ils ont pas hésité à nous parler de décroissance, mais c'était très mineur. À la suite de ça, j'ai travaillé 8 mois pour l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur une problématique relative à l'économie circulaire. Là aussi, étant donné que c'est une agence gouvernementale qui dépend du ministère de l'écologie, c'est une vision de l'écologie très technique et très institutionnelle. À la suite de mon travail à l'ADEME, comme je trouvais pas de travail satisfaisant, malgré les entretiens que je passais, eh bien, j'ai décidé de pas m'entêter au bout d'un moment, et je suis parti sur un tour de France à vélo pour aller à la rencontre des écolieux, à la fois en lien avec mes convictions en matière d'écologie, et aussi parce que je me sentais appelé vers ces façons de vivre différentes, donc avec plus de collectifs, avec plus de faire ensemble, plus de mutualisation, et puis des valeurs
autour du respect de l'être humain et de la nature. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai vu 49 écolieux. Alors la question qu'on me pose souvent à l'issue de ce voyage, c'est tu as vu 49 écolieux, est-ce qu'il y en a pas un, au moins un, où tu te serais vu te projeter, t'installer, faire les choses avec eux? Eh bien non, malheureusement, puisque la vision que je porte et que vous allez voir après, c'est quelque chose d'ambitieux, comme je l'ai dit, donc qui va assez loin dans la démarche. Et alors il y avait du bon, il y a plusieurs choses dans différents écolieux que j'ai vus qui méritent d'être reprises, mais il y avait pas l'intégralité de ce que j'aimerais faire. Donc aujourd'hui, le seul moyen d'y parvenir, c'est de créer un écolieu. Alors pourquoi j'en suis arrivé à cette solution? Ça part de différents constats issus de mon voyage et de mes expériences et de mes lectures. C'est en premier l'idée que on n'arrivera pas à verdir notre économie. Hein, beaucoup de gens se lancent dans cette quête pour réduire l'impact des entreprises, pour réduire l'impact des usines. Mais malheureusement, quand on voit ce qui se passe en Chine, par exemple, où malheureusement une grosse partie des objets qu'on a autour de nous provient de Chine. Euh, on peut citer l'ordinateur ou le téléphone qui est devant vous et devant moi. Et quand on voit les conditions dans lesquelles c'est produit là-bas et le peu d'influence qu'on peut avoir sur ce qui se fait là-bas, c'est peine perdue. Et même si on arrive à économiser des tonnes de CO2, quelques tonnes de CO2, quelques tonnes de déchets, ce ne sera jamais suffisant. Surtout si on reste dans cet état d'esprit de surconsommation et de gadgets à outrance. Le deuxième constat, c'est que notre mode de vie est fondé sur des matières non renouvelables. Euh, notre technologie, hein, elle est basée sur une extraction minière, hein, sur des minéraux. Hein, on peut citer les batteries au lithium, par exemple, et toutes ces matières sont non renouvelables, donc vouées à disparaître. C'est pourquoi notre mode de vie occidental, ses jours sont comptés et doit se transformer. Le pendant de ça, c'est un peu un focus sur le mode de vie individuel. Le mode de vie individuel est lui-même fondé sur la technologie, qui elle-même, comme je viens de l'expliquer, est fondée sur des matières non renouvelables. Euh, donc là encore, c'est ce qui m'a incité à me tourner vers ces formes de vie collectives, puisque si on met de côté la technologie, eh bien le seul moyen pour moi, le seul moyen qu'un groupe humain, le seul moyen de pouvoir continuer à vivre et à subvenir à nos besoins, c'est de revenir à un mode de vie beaucoup plus collectif, euh, puisque c'est grâce à la mutualisation qu'on peut continuer à avancer euh, sans recourir à des technologies gourmandes en matière non renouvelable. Donc ça, c'était un peu la partie technique, mais il y a beaucoup de penseurs qui s'accordent à dire que la transition, si on veut une vraie transition efficace, eh bien, elle ne pourra pas se limiter à une transition d'ordre technique. Elle doit être aussi d'ordre humain, philosophique et spirituel. J'adhère totalement à cette façon de voir les choses. Euh, pour la partie spirituelle, je la détaille après, mais pour ce qui est de l'humain, bah voilà, revoir nos pratiques en matière de relations humaines. Dans les écolieux, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont déjà vu le jour. J'en parle aussi un peu plus loin. Et aussi philosophique. Par exemple, voilà, se poser la question de quelle est la place de l'homme dans le monde, quel est le but de la vie, quel est le sens de l'humanité, quelle est sa mission sur Terre, euh, qu'est-ce qui donne sens à sa présence, à son existence. Ça aussi, si on continue sur notre lancée ou si on utilise le fonctionnement par défaut, c'est-à-dire en mettant cette question de côté, sans essayer d'y répondre, eh ben on va continuer dans ce toujours plus en matière de consommation et de tout ce qui va avec. Donc il faut vraiment s'interroger et revoir cette question. Alors le point d'après, c'est plus personnel. C'est voilà, en tant qu'écologiste convaincu, je veux pas vivre dans une culpabilité permanente en me disant est-ce que ce que je fais, c'est vraiment écolo? Est-ce que ça a du sens?
Est-ce que je pourrais pas en faire plus? Est-ce que si tout le monde faisait comme moi, ce serait suffisant pour qu'on s'en sorte, pour que la planète reste vivable? Et, euh, et est-ce que je suis pas en train de générer une mini catastrophe écologique, comme je parlais de l'industrie chinoise tout à l'heure, il y a certaines régions avec des lacs entiers, des lacs artificiels entiers de produits chimiques, voilà, et tout ça pour satisfaire nos besoins d'occidentaux à tout point de vue. Ça, c'est et ça, j'ai pas envie de vivre avec ça en permanence dans un coin de la tête. Et pour finir, le dernier point, bah voilà, pour moi, il y a deux façons d'aborder l'écologie. Soit un point de vue militant, donc dans le sens opposant, s'opposer aux institutions, à l'État, essayer de bloquer des projets. Ça, il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans, mais ils font un travail remarquable qui a beaucoup de répercussions positives. Mais moi, personnellement, dans mon tempérament, euh, dans ma personnalité, j'ai plus un tempérament de bâtisseur. Donc voilà, pour moi, il faut les deux approches. Les deux approches sont nécessaires, mais je me reconnais plus dans l'approche du bâtisseur qui va créer des solutions pour le monde de demain, et pour avoir une vraie transition écologique digne de ce nom. Donc ensuite, j'en viens à la raison d'être que j'avais également formulée dans le message initial. Donc je vous la lis pour si jamais vous utilisez que l'audio. Vivre ensemble, pardon, vivre selon un mode de vie authentiquement durable qui puisse être adopté par l'ensemble de la population mondiale, qui s'affranchit des rapports de domination et prend soin de l'individu et qui est compatible avec les limites de la planète, c'est-à-dire respectueux des ressources disponibles, du vivant et des équilibres globaux. Voilà, donc si on la décortique un petit peu, voilà, pour moi, tout ce qui est fait actuellement, c'est très bien, mais ça va pas assez loin. On n'est pas dans l'authentiquement durable, en quelque sorte. Les solutions qu'on propose aujourd'hui sont souvent on sait que ce sera les problèmes de demain, soit parce que c'est basé sur des choses non renouvelables, soit parce que, soit parce que ça génère des effets secondaires auxquels on n'avait pas pensé et qui, dans le futur, vont, poser problème. Donc l'idée, c'est que si on revient vraiment à une empreinte écologique minimaliste et que ce mode de vie, cette empreinte minimaliste est adoptée par la population mondiale, eh bien, l'idée, c'est on a une chance de on a une chance de boucler la boucle et de rester et de continuer à habiter une planète vivable. Ensuite, il y a la partie humaine, donc, qui s'affranchit des rapports humains, des rapports de domination et prend soin de l'individu. Voilà, parce que dans mes réflexions, j'en suis venu à la conclusion que, parce qu'on oppose souvent la problématique sociale et la problématique écologiste, mais si on prend du recul et si on regarde ce qu'il y a derrière, bah, c'est vraiment cette notion de domination qui est au cœur de ces deux aspects, domination par rapport à la nature si on parle d'écologie, et domination par rapport aux autres si on parle de problèmes sociaux et et d'inégalités sociales. Donc l'idée, c'est à travers ce projet et dans cet éco-village et dans ce réseau d'éco-villages, parce que c'est ça aussi, c'est ce que j'avais mis dans le message initial, l'idée c'est pas de créer un seul écolieu, éco-village, c'est de créer un réseau fédéré d'éco-villages coopératifs. Donc à travers ça, et l'idée c'est dans ces villages de répandre une culture qui met un terme à cette forme de domination qui peut être très insidieuse parfois, donc envers l'homme et envers la nature. Ensuite, donc qui est compatible avec les limites de la planète, bah voilà, c'est ce que je disais à propos de l'empreinte écologique. Donc pour moi, il y a trois aspects, les ressources disponibles, le vivant et les équilibres globaux. Les équilibres globaux, c'est principalement le changement climatique et les émissions de CO2, parce que ça perturbe globalement euh, les équilibres de la planète. On peut sûrement trouver d'autres aspects qui rentrent dans ce cadre. Alors voilà, ça c'est la raison d'être que j'ai imaginée, parce que c'est important dans un écolieu de commencer par ça. Elle est pas gravée dans le marbre, elle est perfectible, elle est discutable, mais je trouve que ça reprend bien la quintessence du projet. Ensuite, on arrive sur les trois piliers. Euh,
donc qui sont vraiment le cœur du projet. Pour moi, il y a d'abord le pilier technique, donc vivre selon un mode de vie post-pétrole et post-industriel. Donc ça, le pendant de ça, ça revient à utiliser uniquement des matériaux qui puissent être produits sans moyens industriels, donc pas de plastique, pas d'alliage complexe, ce genre de matière. Et donc ça revient aussi à utiliser uniquement des produits issus de l'artisanat, donc avec une avec une transformation des matières premières qui serait exclusivement artisanale. Et donc ça implique aussi le deuxième point, de ne pas recourir à l'électricité. Alors c'est là que ça peut paraître ambitieux et un petit peu radical, mais ça s'explique tout à fait en lien avec ce que j'ai présenté juste avant. Euh, c'est tout simplement parce qu'une production d'électricité totalement verte est impossible. On le sait bien avec les éoliennes et même les panneaux solaires, tous les matériaux qui sont nécessaires. Même si on progresse de jour en jour concernant le recyclage, il faut quand même des transformateurs, il faut quand même des onduleurs, donc des composants euh, qui consomment du lithium, qui consomment du cobalt, et il faut aussi des batteries, aussi du stockage, donc le lithium, pour le moment c'est ce qui se fait de mieux. Et donc les autres sources d'énergie, le nucléaire, on sait bien ce qu'il en est, avec les déchets et tout le reste, et puis l'accès de consommation d'uranium aussi, qui n'est pas durable. Voilà. Et le pendant de ça, parce qu'on pense souvent à la production d'énergie, mais si on produit de l'électricité, c'est pour la consommer. Et lorsqu'on la consomme, et ben là encore, ça fait appel à des matériaux non renouvelables. Donc déjà du cuivre pour les moteurs électriques, et puis tous les métaux rares dont on a besoin pour l'électronique. On pourrait citer aussi les ampoules basse consommation qui sont très gourmandes en métaux rares très diverses et qui en fin de vie deviennent des déchets nocifs, des déchets polluants, des déchets dangereux, pardon. Voilà. Alors d'autres points que j'ai ajoutés qui n'étaient pas dans le message initial. Euh, donc le premier point, ça reprend, enfin c'est le pendant du premier pilier. Donc ça revient à satisfaire les besoins primaires du groupe par les activités de ses membres. Donc quand je dis besoins primaires, j'entends se nourrir, se protéger des intempéries, le confort thermique, se vêtir, être propre, être en bonne santé. Donc ça, je dirais, c'est les besoins physiologiques qui sont relatifs au corps. Et il y a aussi des besoins sociaux, le fait d'être en lien avec les autres, le besoin de sécurité, le besoin d'intimité, euh, et tout ce qui en et tous les autres besoins sociaux qu'on peut citer. Voilà, et donc un autre point aussi, donc vivre dans la sobriété matérielle, hein, de facto, si on n'a plus recours à l'industrie, c'est ça devient un mode de vie, sobriété matérielle, donc vraiment s'entourer de ce qui est vraiment utile, sans superflu, et en même temps ne pas négliger la beauté, parce que ça peut être un écueil aussi si on peut aussi sombrer dans une sobriété excessive et culpabilisante, euh, mais il faut pas négliger la beauté parce que c'est porteur psychologiquement. Euh, Avant mon voyage, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le Bec et Loing, et c'est ce que j'ai retenu de ma visite là-bas. Perrine et Jean-Michel se sont dès le départ du projet attachés à créer quelque chose de beau pour se sentir soutenus lorsque les jours où le moral est pas toujours là, où la motivation est pas forcément là. Donc on est soutenu par cette beauté. Après, il y a aussi l'aspect économique. Donc, pour moi, le but ultime que j'aimerais atteindre, c'est ne plus recourir à l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, ça incite à créer des produits toujours plus complexes et, euh, et forcément, il y a cette idée d'accaparement d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, par rapport à l'argent, on a tendance à vouloir se l'accaparer. Et c'est en lien aussi avec le point d'après, qui est revoir son rapport à la possession et remplacer le droit de propriété par le droit d'usage. Voilà, parce que la propriété et ce besoin d'argent aussi, c'est avant tout lié au sentiment de sécurité.
ce sont la propriété et l'argent dans le monde classique, ce sont deux notions, ce sont deux outils pour assurer sa sécurité, mais ce ne sont pas les seuls. Voilà, l'idée c'est que le village et cette fédération de villages soient à même d'assurer les besoins primaires dont j'ai parlé juste avant à l'ensemble de ses habitants, de façon à ce que chaque habitant individuellement soit libéré de ce sentiment d'insécurité et soit capable de lâcher prise par rapport à la possession et par rapport à l'argent. Ensuite, le pilier humain, que j'ai un tout petit peu évoqué. Donc l'idée, c'est de vivre et décider de façon collective, ce côté démocratique, et, euh, et voilà, et reprendre la maîtrise de son destin, et de façon à respecter ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, ne pas se voir imposer des lois et des règles qui par des entités supérieures, alors que ce sont des décisions qui reviennent au groupe dans les strates inférieures, au village par exemple, au village de façon locale, voilà, et créer des nouvelles habitudes sociales, voilà, dans nos rapports humains, dans notre façon d'échanger les uns avec les autres. Euh, on a bien besoin de revoir tout ça. C'est aussi ce qui fait défaut et c'est aussi un des travers de notre société. Et dans le but de prendre soin de chacun, voilà, pour que chacun se sente bien, pour que chacun se sente respecté, qu'il y ait pas de rancœur, qu'il y ait pas de lassitude, qu'il y ait pas de frustration à chaque instant. Donc ça renvoie à la question du pouvoir, à cette notion de décision, mais pas que. C'est aussi dans les rapports humains plus intimes et plus précis. Et je vais pas rentrer dans le détail ici, mais dans les écolieux que j'ai vu énormément de choses très très prometteuses, très encourageantes, qui vont tout à fait dans le bon sens, qui sont à même de libérer la parole et tout ça fondé sur, avant tout, pour moi, sur un profond respect en fait de l'individu, des autres, à tout point de vue et à tout instant. Donc à cela s'ajoutent différents points. Donner une place centrale à la joie et à la paix intérieure. Donc ça renvoie aux rapports humains dans une certaine mesure. Et puis la joie, c'est un état d'esprit, c'est une vertu dans laquelle qui a une importance centrale euh, et universelle. Et la paix intérieure aussi, parce que pour moi, on se focalise souvent sur la notion de bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de complexe et c'est très basé, c'est très souvent fondé sur des choses concrètes et matérielles, alors que la paix intérieure, c'est vraiment cultiver son intériorité en lien avec la spiritualité. Voilà, c'est un état d'esprit à l'intérieur qui dépend que de soi. Et si on arrive, et pour moi, c'est vraiment un prérequis au bonheur. Euh, et donc, il faut s'efforcer de faire attention à la paix intérieure de soi-même et aussi à celle de l'autre, ne pas venir la troubler d'une façon ou d'une autre. Ensuite, donc là, c'est plutôt l'aspect culturel. L'idée, c'est de créer des rites, des pratiques sociales et des cérémoniaux qui accompagnent la vie du groupe et la vie des personnes et des familles, parce que ça aussi, ça fait partie de la culture d'un groupe, ça fait partie ça renvoie aussi à la spiritualité et, et dans notre société, il y a beaucoup de rites qui ont été un peu dénaturés, un peu transformés, euh, et qui ne participent pas à créer du lien entre les individus. On pourrait citer la fin de vie, par exemple. Aujourd'hui, les personnes, les gens qui sont en fin de vie vont mourir seuls à l'hôpital, alors qu'autrefois, les personnes étaient restées chez elles et, euh, et, euh, et elles étaient entourées par leurs proches et par les autres personnes du village, toutes les personnes qui avaient de l'estime pour elles. Voilà, bon, c'est un exemple. On pourra approfondir ce sujet ensemble, mais voilà. Donc j'arrive sur le pilier spirituel.
Alors, il y a pas mal de détails puisque sur les réseaux sociaux, ça a suscité pas mal de réactions. Euh, donc l'idée, c'est de développer et de faire vivre une spiritualité laïque, un esprit de groupe fondé sur une sacralisation de la nature et de la vie. Alors pourquoi? Eh bien parce que pour moi, l'être humain est un être fondamentalement spirituel et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre société pour pouvoir avancer. Donc l'idée, c'est de recréer un esprit de groupe, euh, un esprit. J'ai prévu deux citations à la fin qui traduisent bien cette notion d'esprit. Un esprit de groupe, donc quelque chose qui transcende le groupe, qui est supérieur au groupe, qu'on ne maîtrise pas et mais auquel on peut s'adresser et de façon inexplicable, ça crée des bienfaits et ça tire le groupe vers le haut et ça l'aide à atteindre ses objectifs. Alors après le côté sacralisation de la nature et de la vie, tout simplement parce que c'est pour moi c'est la spiritualité la plus évidente qui soit, euh, puisque la vie et la nature c'est quelque chose qui nous dépasse, donc un peu comme cette notion d'esprit qui nous est supérieure et devant lequel on doit faire preuve d'humilité. Et en plus de ça, euh, ce sont des notions qui sont, pour moi, c'est le premier point que j'ai mis ensuite. Voilà, c'est fonder, fonder cette spiritualité sur la nature et la vie. Eh bien, c'est tout à fait compatible avec les autres religions, parce que de, l'idée, c'est pas de supprimer les autres religions. C'est pas non plus de refuser des personnes qui se revendiqueraient de telle ou telle religion. Bien au contraire. Euh, mais pour moi, toutes les grandes religions sont compatibles avec cette notion de respect de la nature et de la vie. Et en plus, il y a cet aspect il y a cet aspect merveilleux qui veut que la nature et la vie, c'est quelque chose de sacré qui nous est supérieur, qui nous dépasse, mais en même temps, nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, on en fait partie, quoi. Donc, on a aussi ce côté sacré à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc j'ai détaillé un petit peu pourquoi la spiritualité. Eh bien parce que ça permet à tous les membres du groupe de regarder dans la même direction, ça fédère le groupe. Comme je l'ai dit, ça crée un référentiel culturel. Voilà, et ça permet d'unifier et d'unir les membres du groupe. C'est aussi le garant du bien agir, puisque si on respecte la nature, si on respecte la vie, et donc si on respecte l'autre, ça prend aussi en compte l'autre, on est obligé on est obligé d'être dans le bien agir et de faire attention à tout ce qu'on fait, de façon à ce que les conséquences de nos actes ne soient que positives. Après, ça crée, comme je l'ai dit, ça galvanise les esprits et ça crée une forme de communication, de communion entre les esprits au-delà des mots, même si le dialogue et la communication, ce sont des notions très importantes au sein d'un groupe humain. Eh bien, il est des choses qui malgré tout sont difficiles à résoudre avec des mots et cette communion spirituelle des membres du groupe autour d'une spiritualité commune, ça permet de dialoguer entre les esprits et d'apaiser les tensions au-delà des mots. Un autre point aussi, c'est que ça renforce l'humilité. Euh, Comme je le disais juste avant, voilà, la nature, c'est quelque chose qu'on n'a pas créé, qui était là bien avant nous, qui nous dépasse, et donc on est obligé d'avoir une attitude humble vis-à-vis d'elle, même si chaque jour on comprend un peu plus comment elle fonctionne, on pourra jamais tout comprendre, et donc cette idée d'humilité, de respect, ça permet de limiter l'orgueil et, euh, et à la fois individuellement et collectivement, parce que le groupe peut, en tant que groupe, prendre des décisions qui servent à une forme d'orgueil collectif. Et euh, donc voilà, cette notion d'humilité, parce que si on n'a pas cette notion, si on n'a pas cet état d'esprit humble vis-à-vis de la nature, rien n'empêche l'être humain de se prendre lui-même pour un être supérieur. Et c'est la philosophie et la spiritualité qui est adoptée actuellement avec tous les travers qu'on lui connaît et notamment la destruction de la nature et cette domination de l'être humain comme je le disais avant.
Donc recréer cette spiritualité fondée sur la nature, ça pousse à l'humilité et ça limite cet orgueil humain. Voilà, alors donc un autre point, c'est que ça crée, pour moi, la spiritualité, ça crée aussi une force qui transcende le groupe. Je l'ai un peu dit dans les autres points. Mais voilà, il y a un auteur qui a écrit un livre sur le pouvoir de l'intention. Et donc c'est quelque chose de très puissant, le pouvoir de l'intention. Et donc là, c'est le pouvoir de l'intention multiplié par le nombre de personnes présentes. Et ça permet de décupler les forces et d'emmener le groupe vers des objectifs, vers des réussites extraordinaires. Voilà, donc dans la même idée, se mettre au service d'un idéal qui dépasse l'individu. Euh, L'idée, c'est tout en respectant l'individu dans son individualité, dans ses limites, dans sa singularité. L'idée, c'est aussi de savoir se mettre un petit peu de côté et se mettre au service du groupe et d'un idéal qui dépasse l'individu. L'idée de se donner, d'être dans une attitude du don, se donner à la fois envers le groupe et envers cet idéal qui est transcendant, qui cet idéal vertueux qui fait infiniment sens en soi, à l'intérieur de nous. C'est ça qui permet de et c'est ça qui permet d'accomplir de grandes choses et qui aussi ça renvoie à la notion de bonheur parce qu'aujourd'hui quand on réfléchit à la notion de bonheur, on est très auto-centré, on se dit qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin pour être heureux, qu'est-ce qui fait mon bonheur. Mais il y a un moment, pour moi, si on veut que ce bonheur soit entier, eh ben, il faut être aussi dans cet état d'esprit de don pour une cause, pour un idéal qui nous parle, qui est en accord avec nos valeurs, qui est en accord avec tout ce qui est important pour nous, mais dans cet esprit de don, de façon à, voilà, de façon à être pleinement heureux euh, et ne pas s'enfermer dans une forme de bonheur égoïste. Donc les deux citations dont j'ai parlé, la première c'est celle d'Aurélien Barraud, un grand penseur que j'aime beaucoup, donc je vous la lis. Alors c'est une citation qui est tirée d'une de ses conférences qui est disponible sur Internet, qui s'intitule A-t-on encore besoin d'ingénieurs? Donc c'était un peu provocant puisque c'était dans une université ou dans une école d'ingénieurs pour ouvrir l'année. Donc elle est disponible sur Internet. Et donc dans cette conférence, à un moment, il dit, donc la conclusion de son exposé, c'est que le problème de notre société, c'est une maladie de l'esprit. Notre société est victime d'une maladie de l'esprit pour lui. Et après, il précise ce qu'il entend par esprit. Donc l'esprit est ce qui donne souffle à une civilisation, à une société. Il désigne la possibilité de se rapporter à une réalité qui échappe. On est dans l'esprit quand on reconnaît, pas seulement intellectuellement, mais aussi existentiellement et affectivement, qu'on est dépassé par quelque chose qui ne demande pas à être simplement maîtrisé. Voilà, donc j'adhère tout à fait à cette définition laïque de ce qu'est l'esprit. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Et la deuxième citation, c'est une citation de Manier Sam, euh, qui est à la base il était chiropracteur et il est devenu coach de vie. Euh, j'ai un peu suivi ses travaux et ses enseignements via ma sœur. C'est ma sœur qui m'a amené à ça et ça m'a beaucoup appris de choses, notamment au fonctionnement de l'inconscient. Il en est question dans la citation, de quelle façon l'inconscient nous dirige parfois. Et aussi, et c'est aussi grâce à cette méthode de coaching que je pense avoir trouvé suffisamment de courage pour entreprendre dans un premier temps ce voyage à vélo et aujourd'hui ce projet d'écolieu. Donc je vous lis la citation. Prière, chant, jeûne, mantra, rituels spectaculaires, ces pratiques physiques et physiologiques visent à mettre le corps dans un certain état de ferveur, pour ne pas dire d'excitation émotionnelle, afin de plonger le cerveau dans un état de conscience particulier. Dans l'intention de changer le cours des choses, les êtres humains utilisent des symboles et des incantations qui peuvent sembler folkloriques en dehors du contexte culturel,
mais qui sont investis d'un grand pouvoir, celui des croyances collectives. En dehors de tout jugement de valeur, force est de remarquer que ces pratiques font de l'effet, et même des miracles, parce qu'elles impressionnent le subconscient. Elles font littéralement sensation, et, intelligemment dirigées, elles peuvent débloquer des ressources et des capacités de transformation insoupçonnées. Voilà. Donc ça matche tout à fait, ça coïncide tout à fait avec ma vision de la spiritualité que je souhaite développer dans ces éco-villages. Voilà, donc j'ai fini de présenter les trois piliers. Hein, si je peux faire une petite conclusion, je dirais que l'idée de ce projet, c'est vraiment de se projeter à long terme, de pas se satisfaire de solutions pour lesquelles on sait très bien que dans 50 ou 100 ans, bah, on pourra plus utiliser ces solutions. L'idée, c'est aussi d'arrêter avec ce toujours plus, cette croissance infinie qui pousse sans arrêt à créer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux gadgets, tout ça au détriment du vivant et au détriment de l'être humain, au détriment de ce qui fait la quintessence humaine et le bien-être humain. Excusez-moi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc tout ce qui est donc l'être humain, qu'est-ce que je disais? Voilà, que l'être humain, parce que pour moi, là, dans la société actuelle et vu la tendance qu'elle prend, l'être humain est en train de se séparer, il est en train de s'éloigner de lui-même, de s'éloigner de ce qui fait sa vraie nature. Et donc, et tout ça, ça crée des effets secondaires, ça crée du mal-être, de la rancœur et du malheur. Voilà. Donc l'idée c'est d'inventer un nouveau mode de vie pour pour résoudre ces problèmes et pour qui soit plus proche de qui soit plus proche de l'essence de l'être humain et qui soit durable, qui soit authentiquement durable dans le sens où qu'il n'épuise pas la planète comme il le fait actuellement. Voilà. Alors il s'agit pas, j'en profite pour préciser certaines choses. Il s'agit pas de, on peut y voir une forme de survivalisme. Alors, je vous arrête tout de suite. Pour moi, c'est pas du tout du survivalisme. Pour moi, le survivalisme qui consiste à faire des provisions en attendant le gros de la vague, le gros de l'effondrement pour préserver sa vie, sa petite vie, en attendant, en espérant que derrière ça aille mieux. Et ben ça, pour moi, c'est le comble de l'égoïsme. En fait, c'est notre société individualiste poussée à son comble. C'est-à-dire, c'est même plus je projette, c'est même plus je protège mes avantages, mon pouvoir d'achat, etc. C'est je protège ma propre vie. J'espère que les autres se tiendront loin de moi. Et derrière, derrière, il n'y a pas de projet, il y a pas de solution, il y a rien. Voilà. Moi, l'idée, c'est de dépasser ça euh, en lien d'une certaine manière avec ce qu'on appelle la théorie de l'effondrement. Mais l'idée, c'est de proposer dès maintenant une solution post-effondrement, si effondrement il y a lieu, et dans tous les cas, réfléchir dès maintenant à des vraies solutions authentiquement durables, de façon, si possible, à éviter une forme d'effondrement, dans le sens où on pourrait imaginer une forme de transition du monde actuel vers ce mode de vie, une transition la plus douce possible. Voilà. Donc, euh, donc cette présentation est terminée. Euh, donc n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin d'éclaircissement ou de précision et si vous êtes partant pour concrétiser ce beau projet avec moi. Euh, donc je vous laisse mon adresse mail. C'est maximechex@tourdefranceduvivreautrement.com. C'est aussi le nom de mon site internet en fait, puisque à la suite de ce voyage, et ça m'occupe encore actuellement, je continue à alimenter le site internet que j'ai fait, dans lequel je raconte euh,
la totalité de mon voyage, avec un article pour chaque lieu visité, pour chaque écolieu visité. Donc ça s'appelle Le Tour de France du Vivre Autrement. Et associé à ça, il y a aussi un podcast qui s'appelle aussi Le Tour de France du Vivre Autrement, dans lequel vous trouverez les interviews d'habitants et d'habitantes d'écolieux, puisque dans presque tous les écolieux où je suis allé, j'ai interviewé des personnes de façon à connaître leur parcours de vie, les valeurs qui portent en eux et qui les rassemblent en tant que groupe, et aussi des questions techniques sur la façon dont ils sont organisés. Donc vous pouvez retrouver ça sur la plupart des plateformes d'écoute, le Tour de France du Vivre Autrement par Maxime Chex. Voilà. Donc je vous rappelle l'adresse mail, Maxime Chex, MAXIMECHAIX, arrobase Tour de France du Vivre Autrement.com. Donc tout attaché, comme ça s'écrit. Et vous pouvez me contacter aussi sur Messenger pour ceux qui ont répondu au message Facebook, au message sur Facebook. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette présentation et à bientôt, j'espère.